Dans ce nouvel épisode du PPTC, nous accueillons un triathlète haut en couleur en la personne de Colin Arros. Colin a notamment fait sa réputation sur la mythique course de l'Alpe d'Huez, avec un style bien à lui et des performances de très haut niveau. Passionné entre autres de customisation vélo, Colin va nous partager sa vision du sport, s'amuser mais performer. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous recevons notre 5e breton sur ce podcast, en la personne de Colin Arros, un habitué du triathlon de l'Alpe d'Huez, passionné de vélo au point d'en faire aujourd'hui de superbes peintures sur mesure. On va en parler juste après. Colin, bonjour et bienvenue dans le podcast. Salut les gars, merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation surtout. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes amis et compagnons d'aventure, Thibaut et Mélène. Messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Colin, on a pu échanger un petit peu en aparté pour préparer cet entretien. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux commencer par te présenter un petit peu là où tu habites, l'âge que tu as, etc., etc. Tout à fait. Donc je m'appelle Colin Arros, je suis triathlète, j'ai 27 ans. L'âge des rockstars. Non, c'est l'âge des rockstars auquel il meurt, donc on va pas parler. Je suis breton, je suis connu pour être breton dans le monde du triathlon. Je le revendique assez haut, assez fort. Et on a un bon groupe de triathlètes en Bretagne, et de assez bon niveau. Et donc voilà, je fais du triathlon plutôt longue distance, plutôt en montagne. C'est là où j'ai eu des meilleurs résultats, on va dire. J'ai commencé le triathlon depuis toujours. Comme mon père en faisait, je passais les dimanches après-midi sur les courses. Les triathlons, je trouvais ça sympa. Donc en grandissant, j'en ai fait un peu toutes les distances, XS, S, M, L, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et arrivé en senior, j'ai fait du longue distance, j'ai trouvé ça cool. Et j'avais un rêve dans la vie, petit, mais bon, à mon échelle, c'est que je voulais faire le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez que je voyais depuis des années, en étant jeune. Et donc du coup, l'année où j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et ça a été super, je fais 5e sur ma première participation à 20 ans, j'étais le plus jeune de la course, c'était trop cool. Et c'est surtout de ça qu'on me connaît. Et voilà. Et donc je suis... aujourd'hui, quand on me voit, en général, dans les 2 premières phrases qu'on me dit, il y a Alpe d'Huez. Donc je pense que je dois être plutôt... ma petite notoriété, je la dois à ça. Donc voilà, je suis triathlète, amoureux de la Bretagne, amoureux du vélo, amoureux du triple effort. Et puis voilà. Bon. Il y a d'autres éléments pour lesquels tu es un petit peu connu. On va en parler juste après. Tu as tes petites spécificités, tu as ton petit côté excentrique, si je dis pas de bêtises. Mais on va revenir dessus. On va revenir dessus juste après. Tu disais que tu as commencé très tôt le triathlon. C'était à quel âge ta première épreuve à laquelle tu as participé ? Alors, il y a eu des compétitions de natation à 6 ans, un triathlon à 6 ans, les compétitions d'athlétisme à 7 ans, les crosses à 7 ans. Donc, tu vois, ça commence très tôt. Effectivement, ouais. Et alors les vrais triathlons, on va dire que ça commence quand t'es en minime. Parce qu'avant, tu vas trouver les épreuves enfants, mais ce qui veut pas dire grand-chose. Quand t'es en minime, c'est du format XS, c'est un vrai format. Donc voilà, 14 ans. Après 16 ans, les S, là où tu commences à faire vraiment du vrai triathlon avec 300 personnes au départ, un vrai niveau. Donc voilà. Mais pour moi, le début, c'est vraiment 14 ans, minime, quoi. Quand on commence à s'entraîner un petit peu pour ça. Et tu t'es dit que c'était ta vocation, t'as pensé à refaire un petit peu ton métier ou c'était vraiment en mode loisir ? Bah en fait, il se trouve que quand j'avais 14 ans, j'aimais m'entraîner genre une fois par jour, mais c'était plus comme une balade si tu veux. Je profitais de la nature dehors, j'allais à fond dans les côtes parce que ça me faisait plaisir. Coup de bol, en faisant un peu de tout, un peu de toutes les allures, ça me préparait pour faire des compètes. Bon, j'arrivais, je me débrouillais pas trop mal.
Et en grandissant avec les années, j'ai continué de faire la même chose en fait. D'année en année, je me disais, bon, l'année prochaine, je m'entraîne sérieux, l'année prochaine, sérieux, etc. Et en fait, j'ai jamais décollé des 10 heures d'effort, 10 heures d'entraînement par semaine. J'ai jamais réussi à faire beaucoup plus. Et sauf dans des stages, évidemment. Ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais, mais si tu veux, par rapport à des triathlètes avec lesquels je peux faire la course dans l'année, ils vont être à beaucoup plus que ça, quoi. Mais peu importe. Et donc, j'ai oublié quelle était la question de départ. Mais répète-moi la question de départ. Non, c'était J'ai oublié aussi. Non, c'était de savoir si tu coup, quand tu étais plus jeune, tu avais pour envie d'en faire un petit peu ton métier ou si ça restait vraiment du loisir et la passion du sport, tout simplement. Voilà, ce que je voulais dire du coup par rapport à ça, c'était qu'en faisant que sous le pan du plaisir et de la balade et de la découverte à l'entraînement, bah, je l'ai toujours fait comme ça aussi en course. Et puis en fait, les résultats qui suivent, bah, on va pas se le cacher, c'est quand même une part d'inné, c'est que tu as des qualités un peu génétiques, un peu de base, qui fait qu'un jour tu fais une course, bah, tu te retrouves devant, bah, tant mieux quoi. Et c'est pas obligatoirement à prêter au sérieux, au labeur, à l'entraînement et tout ça. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de faire des résultats. Évidemment, ça motive, ça donne envie d'en faire plus, des plus longues distances, des championnats de France et des machins. Mais moi, je suis jamais sorti de mon mode de plaisir et tout ça. Même en essayant d'être performant, des fois je m'entraîne sur des longues périodes en essayant d'être le plus précis possible et tout ça. Mais ça reste un jeu. Et en fait, au plus tu diminues l'enjeu, le stress de qu'est-ce que ça va t'apporter, comment ça va être perçu et tout ça, et au plus tu augmentes la part jeu, comment progresser, comment devenir meilleur, mais comme si c'était un jeu vidéo ou un jeu entre potes, eh ben, tu sauvegardes la motivation toutes les années, et puis t'es peut-être pas au plus performant de ce que tu pourrais faire, mais au moins chaque jour c'est un kiff de s'entraîner, et chaque compète c'est fun, et puis voilà. Donc en faire un métier, non, je n'avais jamais ambitionné ça du tout, parce que quand je vois moi les personnalités des gars qui font ça, leur caractère, leur profil dans la vie et tout ça, ils ont totalement raison s'ils le font, mais moi c'est pas mon caractère. Il faut tout sur la planète. Voilà, moi je suis pas trop comme ça. Ça doit être bien de rester un amateur et d'aborder la pratique de manière décontractée, quoi. Bah, carrément. Sans pression. Bah, je précise parce que quand je dis que je veux rester amateur, on me dit c'est pas une critique des pros, pas du tout. Pas du tout, je trouve ça très bien. Là, vous avez dû suivre comme moi la course, la seule course de l'année qu'on a pu suivre aux Canaries avec tous les pros qui étaient là-bas, là. Mais c'est génial, je suis trop content. Avec Arnaud Guillot, Romain Guillaume. Avec Arnaud, que je connais très bien, pas comme Thibaut Lapesque, que je connais très bien, Romain Guillaume et tout ça. Et quand je vois les interviews, ce qu'ils font, tout ça, je suis hyper content pour eux, mais je me dis, oh là là là, moi je peux pas faire ça. Parce que je le sens pas de faire 30 heures d'entraînement par semaine, tout ça, même si, évidemment, c'est génial quand on voit leur compte rendu et leur fiche Strava, c'est cool, mais... Et voilà, non, je le sens pas de faire que ça dans ma semaine. Et tu disais qu'il y avait un peu une partie, entre guillemets, innée, enfin des prédispositions de chacun, mais il y a quand même un minimum d'entraînement, une base. Quand tu dis, je fais depuis des années 10 heures d'entraînement par semaine, bon voilà, t'arrives quand même sur l'Alpe d'Huez, quand tu dis que tu fais 5e, ça sort pas de nulle part non plus, quoi. Non, enfin, évidemment, c'est pas... Kylian Jornet, s'il s'était jamais entraîné, il serait pas Kylian Jornet. Mais à l'inverse, le dernier de l'Ironman de Nice, il peut s'entraîner comme Kylian Jornet, il sera pas le meilleur, mais c'est une histoire d'entre-deux. Je pense que c'est plutôt comment trouver les bons entraînements qui correspondent à ce que tu fais. Ça répond pas exactement à la question, mais moi, par exemple, je sais que mon credo à l'entraînement, c'est augmenter les points forts. Je me soucie pas des points faibles, et moi, là où je me débrouille le mieux dans les 3 sports, c'est de faire une demi-heure à fond à vélo, en gros. Voilà, ça c'est l'effort où je me débrouille le mieux. Et quand approche les compètes, je fais que ça en répétition, et ça se transcrit dans les 3 autres sports. J'arrive à être meilleur en natation en faisant ça et tout ça. Donc voilà, c'est plus une histoire de... Comme je disais tout à l'heure, moi j'aime pas trop c'est personnel, hein, j'aime pas trop les histoires de no pain, no gain, il faut travailler dur, train hard, win easy, tout ça. Moi je pense que c'est plutôt train... On va pas faire en anglais, mais s'entraîner avec courir, s'entraîner dans le plaisir et tout ça, même se faire mal à la gueule le plus possible, mais plus c'est un jeu, comme je disais tout à l'heure, et bah après, le corps il suit. C'est comme,
j'ai une comparaison. Quand on est à l'école et qu'il y a une matière qu'on aime Vas-y. bien, le cours passe vite, on écoute le prof, on le trouve sympa, les exercices c'est facile, les leçons on n'a même pas besoin de les réviser, et le jour du contrôle on a 20 sur 20 et c'est trop facile. Parce que c'est un truc dans lequel Tu parles de l'EPS là, c'est plaisant. au final. De quoi, t'as dit quoi? Tu parles des cours d'EPS au final. Ouais, même de n'importe quoi, si on veut se comparer avec d'autres disciplines. Et les cours qu'on n'aime pas, les disciplines qu'on n'aime pas, bah, c'est dur, le temps passe pas vite en cours, on a du mal à apprendre, à faire les exos et tout ça. Moi, j'essaie de retranscrire ça en sport, de faire que des trucs que j'aime bien, en faisant un compromis, il faut quand même progresser. Et je pense que c'est ça qui fait le plus progresser, justement. Donc oui, il y a la part, je reviens sur le début de la question, il y a la part de capacité, un peu de naissance, il y a l'entraînement, effectivement, le fait que moi, j'ai été mis dans un club de natation quand j'avais 6 ans, bah évidemment que ça va jouer. Moi, j'ai fait ma croissance en faisant les 3 sports. Donc, de mes 6 à mes 16 ans, quasiment tous les jours, je faisais du sport. Ouais, ça aide, hein, c'est sûr. Forcément, quand tu arrives à 18 ans, tu as déjà passé la majorité de ta vie à faire du triathlon, même si tu n'as pas encore fait de compète, c'est sûr que ça aide. C'est un peu la stratégie d'Olivier, au final. Tu te concentres sur tes points forts. Ouais. Et Tu fais pas du tout de natation. Non, mais j'aimerais bien. 0. Mais je peux pas. En ce moment. Mais ouais. Non, point fort. Très point fort. Le repos. Tout ce qui est transition. Les trucs. Ouais, repos, transition. repos, le bar. Assez fort, mais je bosse un peu moins en ce moment. Ouais, mais en ce moment, ouais, c'est compliqué. C'est comme les piscines. Est-ce que... aujourd'hui, au final, ton activité au quotidien, c'est quoi? Parce que on a compris, t'es pas triathlète pro. T'en es où un petit peu dans ta vie? Alors moi, je fais 2 trucs. C'est que je fais d'un côté les peintures de vélo. Voilà, j'ai commencé l'année dernière. J'en faisais déjà un peu en off. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas en faire un métier? Et en fait, ça marche, il y a une clientèle, il y a suffisamment de gens qui veulent en faire. Donc apparemment, enfin, là de ce que je viens de commencer, donc ça c'est en croissance, mais je pense que je peux en vivre à peu près décemment. Et puis à côté de ça, j'ai une activité complémentaire, mi-temps complémentaire, c'est que je fais de la communication, des vidéos, du graphisme pour des entreprises avec un collègue, on fait ça dans le Finistère. Donc ça me permet d'alterner les choses dans mon atelier, à faire les peintures de vélo, à être très solo, et les activités en dehors, bosser pour d'autres gens et tout, qui fait du bien aussi au moral. Un profil très artiste. Oui, que... Bon, voilà, ouais. ouais, c'est que j'aime bien me faire plaisir dans ce que je fais, tu vois. Donc j'ai un vélo, je me dis, mais si on le repeignait, tu vois. Et donc c'est un peu pareil dans tout ce que je fais. Et sur ta course, du coup, celle qui fait que tu es connu, entre guillemets, ce que tu nous disais tout à l'heure, dès qu'on parle de toi, on parle de l'Alpe d'Huez. Tu nous disais que c'était une course un petit peu mythique. Pour toi, comment ça s'est créé? C'est parce que tu regardais, je pense que pour beaucoup c'est ça, hein, mais le Tour de France et l'ascension de l'Alpe d'Huez, et du coup tu t'es dit un jour je le ferai, et avec ta pratique du triathlon, t'as voulu lier les deux et participer à la longue distance. Comment ça s'est passé dans ta tête? Bah, ça, t'as raison, pour beaucoup, c'est de voir l'Alpe d'Huez à la télé. Moi, je l'avais jamais vu. J'ai dû le voir une fois, le contre-la-montre en 2004, peut-être, avec Armstrong, à l'Alpe d'Huez. Mais j'avais pas tellement ça au triathlon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le triathlon. Ça a été créé en 2006, je crois, le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et c'était côté Vaujany, enfin, c'était pas à l'Alpe d'Huez. Enfin, non, c'était l'Orga, mais c'était à côté. Et non, moi, j'ai dû voir 5 ou 6 éditions ou 7 avant de pouvoir le faire, le triathlon. Et non, c'est vraiment de voir le triathlon, puis de voir qu'il y avait 4 cols, l'arrivée en altitude, le semi-marathon d'altitude, nager dans un lac de montagne. C'est l'ensemble de la course que je trouvais complètement fou, quoi. Puis après, moi, depuis que j'ai 10-12 ans, tous les étés, je monte des cols à vélo. Donc je me suis dit, concilier triathlon et montée de col, parce qu'en Bretagne, il y a des petits cols, mais bon, c'est pas des grosses ascensions. Et je me suis dit, bah ouais. Ouais, c'est plutôt vallonné qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est jamais plat. C'est très vallonné, mais c'est jamais plat, mais les côtes les plus longues font 10 minutes, un quart d'heure ici. Donc ça au col d'1 heure. Et donc, c'est vrai que tu le constates en Bretagne, mais après, à la fin de la sortie, tu dis, ah bah tiens, il y a eu un peu de dénivelé quand même. Ouais. Mais tu le vois à la fin, quoi, vraiment. Si tu fais la somme des côtes sur une sortie, ça fait quasiment un col. Ça compense. Voilà. Et donc, oui, l'Alpe d'Huez, alors j'ai fait les duathlons l'Alpe d'Huez quand j'étais cadet. Après, dès que je suis passé junior, j'ai fait les triathlons
le triathlon M, et j'attendais d'avoir 20 ans pour pouvoir faire le triathlon L. J'attendais ça pendant des années. Pourquoi c'est un âge minimum obligatoire pour pouvoir faire le L, ou c'est toi qui avait pas eu l'occasion de le faire plus tôt? Non, c'est dans le règlement de la FF Street, les longues distances, c'est aux seniors 20 ans. Voilà. En Ironman, c'est arbitraire parce que dans le label Ironman, c'est 18 ans. Alors tu fais les Ironman à 18, mais l'Alpe d'Huez à 20. Ouais, c'est question de business. Ouais. Un petit peu peut-être. donc à 20 ans, tu fais 5e sur le longue distance de l'Alpe d'Huez. Ouais. C'est quand même... Avec un coup de bol, c'est un temps breton. Il y avait de la pluie, il y avait 13 degrés. L'eau était à 13 degrés dans le lac, et il pleuvait. Et j'ai déjà dit, mais il y avait des nuages. Et en fait, tous les Espagnols, ils avaient les doigts blancs, ils étaient congelés, ils abandonnaient. Et les Français, surtout les Bretons, étaient wouhou. Ça y est, fait beau. Et donc, c'est cool. j'ai eu de la chance. Ouais, la dernière fois que je l'ai fait, donc en 2019, il faisait 40 degrés. Ouais. Là, on comprend bien. C'est moins breton. Le background breton en prend plus un coup. C'était Bretagne Sud, quoi. Ouais, voilà. Et alors, comment allait cette ascension de l'Alpe rapidement? Parce que alors, on connaît surtout sur Zwift. Ouais, l'Alpe du Zwift, mais on connaît pas encore. L'Alpe du Zwift et non, c'est pas comparable. Alors, faut préciser à vos auditeurs que donc vous faites le triathlon M. Donc c'est pour ça que vous me posez la question. Tout à fait. Vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être mangé? Si quelle sauce on va être mangé. Ouais. Ouais. Et alors, non, un avantage, c'est que le plus dur est au début. C'est-à-dire qu'il fait 13 km à 8% de moyenne, ce qui est dans ce qui se fait de plus dur en France, dans un vrai col. Il y a des cols avec des routes plus petites et tout ça. Et dans les vrais cols reconnus, c'est ce qui se fait de plus dur. Il est grosso modo régulier à 8%, sauf qu'au début, ça commence par 3 km à 10%. En fait, les rampes sont à 11 et les virages sont plats. C'est pour ça que ça fait que 10%. J'aurais pas dû dire ça. Et donc l'avantage, c'est que, on va le faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que quand on fait le triathlon, on nage dans un lac qui n'est pas au pied de l'Alpe d'Huez, c'est dans une autre vallée juste à côté. Donc on fait la natation, tout est bien. On part sur le vélo, on passe sur le barrage du lac, la descente du barrage, on fait une vallée, et là on commence à prendre la confiance, à se dire, en fait c'est trop facile ce triathlon. Il y a 15 bandes de pieds, mais c'est très facile comme ça, c'est une seule route. On arrive dans Bourdoisan, on voit la montagne, on voit que la vallée fait ça, et d'un coup ça fait comme ça la montagne. Donc on se doute qu'à un moment donné ça va monter raide. Et le pied de l'Alpe d'Huez, c'est pas souple. On passe de plat, un virage sur la gauche, et d'un coup, 11%. Moralement, faut être prêt. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand on voit le virage, ouf, là tu passes le petit d'un seul coup, tout à gauche, et en plus, tu vois tous les gars devant, parce que les rampes sont tellement longues au début que tu peux voir les mecs qui sont 2 minutes devant toi. Donc en sortie d'eau, tu peux voir 150 personnes dans ton champ de vision. Et donc 3 bornes à 11%, et après ça se calme un peu, mais on va dire que c'est régulier à 8, 8,5 sur la fin du col. Et l'avantage par rapport à d'autres cols, c'est que l'effort est régulier, donc on tient une vitesse et puis on attend jusqu'en haut. Autre avantage, c'est qu'on est tellement sur cette course-là que c'est cool, on se fait doubler, on double, donc il y a tout le temps de la motivation ou de l'entraînement du fait de voir les autres, quoi. Ça vous rassure ou pas? Et du coup, toi, quand t'étais... Ouais, ça nous rassure à peu près. Oui et non. Ouais, si. Moi, je fais le malin tant qu'on le fait pas en vrai. On verra le jour J. Toi, t'as un moteur dans ton cadre, c'est pas pareil. Bah, faut pas le dire trop parce qu'après ils vont surveiller. Mais toi, quand t'as fini 5e sur ton épreuve de l'Alpe, comment tu l'as vécu justement cette épreuve globale et cette ascension? T'as dû doubler pas mal de monde. Est-ce que ça t'a motivé à accélérer tout au long des virages? Bah en fait, pas tellement parce que moi déjà je connaissais l'ascension parce que j'avais fait les duathlons et le triathlon M, donc je la connaissais pendant la course. Et sur le triathlon L, c'est autre chose parce que le duathlon et le triathlon M, c'est la difficulté centrale et quand on arrive au pied, on n'est pas vraiment fatigué. On a fait que la natation et un petit peu de vélo, ou 5 km sur le duathlon. Et quand tu fais le triathlon L, t'as fait une plus longue natation, et t'as surtout fait 3 cols avant. Donc quand t'arrives au pied de l'Alpe, t'as pas du tout envie de monter l'Alpe d'Huez, et t'as pas l'énergie pour le faire. Et bon, tu trouves les capacités pour le faire, parce que t'as pas vraiment le choix. Donc l'état d'esprit n'est pas tout le même. Sur le M, t'es le couteau entre les dents, tu dis, allez, ça y est, je me suis entraîné toute l'année pour ça. Quand tu fais le triathlon L, et puis l'effort est solitaire parce que les écarts sont faits, les places bougent plus trop. Et moi, la première année où je l'ai fait,
Donc je finis 5e, mais si je dis pas de bêtises, je dois être 5e au pied de l'Alpe d'Huez, ou 4e. Donc en fait, j'ai dû passer 3e et 2e au bout de 2-3 bornes. Et ensuite, bah, t'as 10 bornes de col tout seul. Et seul face à ton effort. Et donc là, t'as pas la motivation que t'as sur le triathlon M. Donc, difficulté. Et tu te sentais comment à ce moment-là d'être... Tu avais conscience de ta place à ce moment-là, comment tu vivais ta course? Ah, c'est marrant, c'est très très marrant comme sentiment. Alors j'ai une autre anecdote, une année plus tard, qui est encore plus parlante, c'est qu'en 2015, je refais 5e cette année-là, et c'était Arnaud Guillou qui était en tête pendant l'ascension, il avait fait un très bon vélo, et moi j'avais fait aussi un bon vélo, et je remontais, donc sortie natation, je devais être 50e, en du premier col, je devais être 20e, deuxième col 15e, troisième col 10e, et je remonte 5, et pendant l'Alpe d'Huez, je remonte 5, 4, 3, 2, et après je savais qu'il restait plus que Arnaud devant, parce que même si on me l'avait pas dit, il n'avait pas doublé, donc je me suis dit... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je guettais comme ça. J'ai cherché Arnaud. Et à un moment, je vois Arnaud, et surtout je vois la voiture ouvreuse, et donc je double Arnaud, on s'échange de petits mots, et je pars devant. Et à ce moment-là, quand je suis passé en tête, je me suis dit, c'est quand même ouf, il y a 1000 bonhommes derrière en train de faire l'épreuve, et il n'y a personne devant, et ce sentiment-là, c'est génial. Le vélo, alors j'ai posé le vélo deuxième, parce qu'il y a un Belge qui m'a doublé sur la fin, mais je suis parti à pied, j'ai fait un tour à pied sur 3 en tête, parce qu'il avait pris une petite pénalité pour drafting, dans ma roue en plus. Et donc quand t'es devant, dans l'Alpe d'Huez, il y a la difficulté de te dire qu'est-ce que je vise, tu vois, il y a personne à doubler, du coup tu te dis bah faut juste que je pédale vite, ouais. C'est un peu déstabilisant. Est-ce que je me maintiens? Ouais, c'est ça. Est-ce que je me maintiens? Est-ce que j'accélère Ouais, ou tu te dis je suis peut-être allé trop vite du coup, puis je suis devant, tout ça. Donc oui, et d'exploser derrière. Ouais, puis tu te dis je viens de doubler Arnaud Guillou quoi, dans l'ascension quoi. C'est ça. Arnaud, si tu écoutes ce podcast, un petit message. Oh, il s'en rappelle. On l'a interviewé je pense qu'il se rappelle. dans le dernier épisode. Ouais, et j'avais doublé James Kunama, si vous voyez qui c'est, juste avant, qui a fait 2e à Hawaï, une année, je crois. Solide. Et je sais plus qui il y a cette année-là. Et il y avait pas Romain Guillaume. Et donc ouais, c'est assez ouf. Mais t'es tellement cuit sur le longue distance que t'es vraiment dans une gestion d'un effort qu'on connaît sur le longue distance. Bah, tu reviens dans un effort solitaire, tu t'attends la fin du col, et puis tu te dis, tu penses pas au semi-marathon. Donc voilà, on s'amuse beaucoup plus sur le triathlon M, parce que voilà, tu vas pas tomber en hypoglycémie carabinée sur 3 heures d'effort, ni en déshydratation carabinée, donc tu peux te permettre de faire des relances, d'accélérer, tu peux voir des potes qui sont pas loin. Même plus loin en place sur le longue distance, quand tu arrives dans l'Alpe d'Huez, t'as ta place, ouais, c'est dur. Bah, en plus, il est tellement difficile que c'est presque un Iron, enfin je veux dire dans la difficulté avec tous les cols, c'est un L difficile quoi. Ouais, c'est un L. Il y a plein de gars qui trouvent ça plus dur qu'un Ironman. C'est clairement plus dur qu'un Half, on va dire que c'est entre les deux quoi. Ouais, au niveau des chronos, c'est Et en ça. plus, toi, t'as la spécificité si. Non, je disais au niveau des vas-y, chronos, effectivement, on est entre les deux. Ça se joue souvent autour de 7-8 heures, quoi, pour les tout meilleurs. C'est 6 heures. 6 heures, ouais. Je regarde pas la même partie du tableau, mais là, C'est pour ça. Ouais, mais 6 heures, ouais, un half, tu vois, les pros, ils sont en moins de 4 heures, donc ouais, t'es entre les deux. Et ouais, toi, du coup, t'as aussi la particularité de rouler avec une roue lenticulaire, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quelque chose qui, je sais pas, c'est une passion, parce que c'est pas forcément ce qui est recommandé, logiquement, pour les parcours avec une ascension. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et pourquoi? Alors, je roule avec une roue. Alors, pour le terme exact, c'est une roue paraculaire. Il y a un débat, lenticulaire, paraculaire, mais pour moi, lenticulaire, c'est quand c'est en lentille, paraculaire, c'est quand c'est parallèle. Bon, bref, peu importe. Donc, c'est une roue pleine, c'est-à-dire une roue qui n'a pas de rayon. On peut faire toc, toc, toc sur le carbone dessus. C'est une roue qui est recommandée pour faire des efforts plutôt sur le plat, avec de la vitesse, parce que ça améliore la traînée aérodynamique. Et moi, sur les épreuves de l'Alpe d'Huez, donc il y a 120 bornes avec 3500 mètres de dénivelé positif, 4 cols,
Et moi, je viens en vélo de triathlon, de contre-la-montre, avec un casque aéro et avec une roue pleine, ce qui n'est pas recommandé. Mais moi, ma réflexion, et c'est celle-ci pour l'expliquer, c'est qu'au pied de l'Alpe d'Huez, moi, quand je le fais quasiment à chaque fois, je suis à 31 ou 32 de moyenne, je crois. Et à 32 de moyenne, c'est une vitesse suffisante pour justifier d'avoir un matos le plus aéro possible. Donc, moi, je tiens pas compte du fait qu'il y ait col, descente. Je me dis, 32 de moyenne, il faut être aéro, donc je prends le matos le plus aéro possible. Après, il y a des biais. Les biais, c'est que moi, comme je fais des descentes de vélo depuis gamin, j'ai pas peur en pilotage, je pilote très très bien. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est très compliqué de piloter en descente de col avec un vélo de triathlon, donc si on sait pas le faire, vaut mieux pas le faire. Donc moi, je m'en sors plutôt bien. Anecdote, les 3 premières années où j'ai fait le triathlon de l'Alpe d'Huez, longue distance, la dernière descente avant l'Alpe d'Huez, donc la dernière descente du parcours, c'est le col d'Ornon qui est très scabreux, il y a beaucoup de virages, d'épingles et tout ça. Et en regardant les temps Strava des gars de la course, c'était moi qui avais le premier temps descente alors que j'avais un vélo de triathlon. Donc, ça veut pas dire que ça va plus vite. Ça veut dire qu'il faut connaître son matos et il faut savoir le faire, quoi. Et Mais au final, ton pari était rempli, quoi. Ouais. Alors, tu savais que tu pouvais descendre bien avec et t'as été plus rapide, quoi. Ouais, et je suis pas trop freiné en bosse. Moi, en fait, le problème, c'est que comme la plupart des gars veulent pas prendre un vélo de tri en montagne, ils savent pas. Alors moi, j'aime bien comparer, savoir ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des cols avec un vélo de route, un vélo de triathlon, avec des roues normales, avec une roue pleine, pour comparer et voir ce que ça donne. Et moi, je sais que sur un vélo de triathlon, j'arrive mieux à pousser, que la roue pleine ajoute un peu de poids, mais moi, ça me gêne pas beaucoup. Donc, quand je regarde mes chronos, moi, j'estime que sur la montée de l'Alpe d'Huez sèche, sur 13 bornes, je perds 1 minute 30 avec le vélo de triathlon par rapport à un vélo de route. Donc sur l'ensemble des cols, je perds 4 fois 1 minute 30, je perds 6 minutes. Par contre, sur l'ensemble des parties plates, je gagne beaucoup plus que ça. Parce que je peux me permettre, moi, de pas pédaler, d'être bien reposé sur le guidon aéro, pendant que les mecs sur leur vélo de route sont obligés de charbonner. Donc moi, j'ai des bonnes salles de récupération. Mais... T'économises des watts, quoi. Enfin, tu te reposes, quoi. C'est ça. Mais c'est un choix parce que t'as des mecs qui l'ont gagné en vélo de route, t'as des gars de niveau international qui le font en vélo de route et qui sont sûrs de ce qu'ils font. Voilà, c'est une question d'aisance sur le Après, vélo. toi, t'as l'avantage aussi, comme tu disais, de faire ça sans pression, de manière décontractée. Donc t'es là, tu peux tester des choses, quoi. C'est différent d'un pro qui vient, qui a de l'enjeu quelque part, parce que il a envie, quoi. Donc il fait les choix qu'il considère peut-être les plus judicieux, sans forcément avoir la liberté de tester comme toi tu peux le faire, peut-être. Ouais, tout à fait. Après, comme je t'ai dit, même si je fais les choses plutôt sous le pan plaisir, j'ai fait les tests comparatifs pour voir ce qui était le mieux pour moi. Donc les pros, il y en a certains, ils devraient, je pense. Ils mériteraient je suis en train de leur donner une leçon. Ils devraient faire le test comparatif, je pense. Mais après, là, les derniers vainqueurs sont tous en vélo de tri depuis quelques années. Romain Guillaume l'a gagné en 2019. Daniel arrive chez les filles, ils étaient en vélo de triathlon, c'était des Cervélo P5. Et voilà, ils avaient des roues normales. La roue pleine, ok, peut-être un caprice. Mais le vélo de triathlon, ça se discute. Ouais, t'as quand même vu les choses un petit peu évoluer. Alors, c'est pas forcément grâce à toi directement, mais au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus, malgré tout, de monde qui optait pour ta stratégie versus le vélo plus classique montagne, comme on l'imagine, quoi. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est quand même assez récent. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais en minime en 2008, les vélos de triathlon sur les épreuves, la moitié des gars se marraient, quoi, disaient ça sert à rien, c'est ridicule. C'était il y a 13 ans, tu vois. Et moi, quand j'ai commencé en 2014, j'étais quasiment le seul avec un vélo de triathlon sur la course. Et puis les gars trouvaient ça bizarre. Et puis voilà, le vélo de triathlon se démocratisant. Et puis voilà, les gens, pareil, ils font leur thèse dans leur coin. Hein. Ils montent des cols avec les vélos de tri, ils voient que ça passe. Bon, voilà. Mais clairement, oui, quand on regarde les top 10 maintenant des courses de l'Alpe d'Huez, il y a de plus en plus de vélos de triathlon.
Le triathlète, mon Dieu. Après, on a vu l'année dernière sur la dernière épreuve du Tour de France, je sais pas si vous aviez regardé sur le contre-la-montre justement qui était en montagne, et il y avait eu un gros débat sur le changement de vélo pour l'ascension ou non, et on a vu plusieurs stratégies, hein. Il y en a qui ont gardé le vélo de chrono pour faire l'ascension, et finalement qui s'en font quand même pas trop mal sortir. Donc même au niveau pro, il y a pas un consensus sur le vélo qu'il faut utiliser. Carrément. Moi, je rêve parce que Pardon, excuse-moi. C'est que l'organisation de l'Alpe d'Huez autorise de faire ça, de changer de vélo au pied d'école ou à intervalles réguliers comme ça, avec des petits. Bah écoute, on fait vélo de tri, vélo de. On fait passer un message à Cyril Neveu, hein, qu'on a eu la chance d'interviewer d'ailleurs pour parler de l'Alpe d'Huez. Suggestion, des petits parcs à vélo au pied et au sommet de chaque col. Avec des caravanes qui amènent le vélo de tout le monde, ça va être un peu compliqué niveau logistique, mais non, on va rester. En plus, t'es un peu la mascotte du triathlon de l'Alpe d'Huez, donc ta voix porte auprès de Cyril. Oui, parce que t'as pas que la spécificité du vélo de triathlon ou de la roue pleine, t'as un autre critère qui te caractérise un petit peu, qui fait ta réputation. T'as pas lancé la mode encore, mais sur le short à fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est pour la perf aussi, parce que ça se passe mieux dans les descentes, c'est... Ouais. Alors on va rendre à César ce qui est à César, je sais qu'il y tient, il va nous écouter. Robin Moussel, qui a été champion de France de duathlon, qui fait de la D1, très très fort, il mettait des shorts à fleurs sur cross, avant moi, et à ma connaissance, c'est le premier à avoir fait ça. Donc voilà, et un jour, c'était à l'Alpe d'Huez, la première fois que j'ai mis un short à fleurs, c'est qu'en fait, moi, je mettais les shorts à fleurs dans la vie de tous les jours, un peu pour m'entraîner, tout ça. Et le matin du longue distance, donc en 2015, avant de... Comme il y a 2 parcs à vélo, il y en a un en bas pour la natation, et il y en a un en haut pour la course à pied. Et donc on doit déposer avant la course toutes ses affaires dans le 2e parc à vélo. Et je dépose mes chaussures de course à pied, et je me dis, mais attends, si je faisais la course à pied avec un short à fleurs, ça serait quand même fandard. Donc du coup, je déposais mon short, et donc j'ai traîné ce short que j'ai encore. C'est mon short spécial Alpe d'Huez. Et voilà. Alors, parlons sérieusement, est-ce que ça rend meilleur ? Oui. Pourquoi ? Pour le style. Parce que... Non, il y a même des arguments physiologiques. C'est que quand tu es cramé et que tu te plies en deux, tu regardes par terre, tu vois ton short. Et si c'est un short que tu aimes bien, ça te fait plaisir, tu sécrètes des hormones du plaisir, du bonheur. Du coup, tu vas plus. Exactement. Donc c'est totalement réfléchi. Non, je plaisante. Après, voilà, c'est juste... Il y a un mec, un grand penseur un jour qui a dit « Pourquoi se faire chier ?» Et j'adore cette phrase. C'est Thibaut qui a dit ça, je crois, une fois. C'est peut-être moi, d'ailleurs. Il y a beaucoup de grands penseurs qui ont dit ça à 4h du matin. Ça peut bien aussi, mais pourquoi se faire chier ? C'est-à-dire qu'on fait un triathlon, si on se trouve être quelqu'un qui aime mettre des shorts à fleurs, pourquoi se priver ? Par contre, ça, c'est très marrant, depuis que je mets des shorts, la variété de réactions que j'ai eues face à ça, c'est extraordinaire. Je pourrais écrire un petit bouquin sur l'ensemble des réactions que j'ai eues, c'est génial, c'est une vraie philosophie de vie, alors que pas du tout, au mec qui disait c'est une insulte au triathlon, c'est honteux, tu n'as aucun respect pour les triathlètes pros, à ceux qui s'en foutent, à ceux qui font pareil, à ceux qui trouvent ça marrant et cool, et voilà. Et en fait, la juste appréciation, c'est juste que c'est cool. Voilà, pourquoi s'embêter ? Après, c'est vrai que c'est marrant ça. C'est vrai que j'imagine un mec qui est un peu dans le dur dans la montée de l'Alpe d'Huez, qui voit un mec passer en short à fleurs avec sa roue pleine. Bon, tu peux être quand même un peu colère sur le coup, quoi. Après, tu te dis bon, c'est marrant, mais sur le coup, t'es colère, quoi. Bah ouais, après c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais non, après, quand t'as un short à fleurs et que tu te fais doubler, c'est toi qui as l'air con. Donc c'est donnant aussi, tu vois. C'est proportionnel. Tu reçois potentiellement plus d'encouragement. Ah mais alors là, oui, carrément. Non, en fait, c'est pas sur le moment, c'est après. Parce que le nombre de fois sur les courses où j'entends pas mon prénom, mais j'entends c'est le gars au short à fleurs, ou c'est lui qu'on avait vu l'année dernière ou sur notre course, bah voilà, ça permet de te distinguer un petit peu, même si c'est pas le but. Et ouais, ça participe aux encouragements. Et aussi, quand t'as ta famille qui te suit, ou des proches, ils regardent de loin et disent ah oui, c'est lui, c'est le short, donc c'est forcément lui. Donc ça permet aussi d'aider les proches à suivre la course. Il y a un intérêt pratique. Là, un intérêt. Physiologie, pratique.
Voilà. Et sur les autres, parce qu'on s'est pas mal concentré sur l'Alpe d'Huez, mais tu as fait aussi d'autres courses, notamment du trail, si je dis pas de bêtises. Tu t'y es mis aussi un petit peu à la suite. Comment c'était venu ce truc-là, et c'est quoi tes objectifs, tes ambitions un peu sur l'ultra trail, ou trail d'ailleurs, je sais pas. Alors j'ai deux trucs que j'aime bien dans le trail. Il y en a un qui surprend un peu quand je le dis. Le premier, c'est que, en fait, d'un point de vue purement sportif, je trouve ça énorme. Parce que c'est un défi. Ah là là, je vais me faire plein d'ennemis. Il y a plein qui n'aiment pas quand je dis ça non plus. C'est que pour moi, l'ultra trail, c'est plus dur que le triathlon. Ah. Il y a des triathlons plus durs que certains ultra trail. Mais, en fait, on a déjà eu ce débat. Si tu fais 10 heures de triathlon ou 10 heures de course à pied, 10 heures de course à pied, t'as plus de casse musculaire, t'as plus de monotonie, mentalement c'est plus dur. Donc, à effort égal, je pense que l'ultra trail est plus dur. Et donc voilà, c'était juste une quête de faire des choses de plus en plus dures pour voir ce que ça donne, essayer de trouver une limite. Et c'est pas la course à essayer de trouver le truc le plus dur possible, parce que tu vois, moi là, j'augmente les distances en trail. J'ai fait des 100 km, et 100 km, je trouve ça cool. Et je pense, j'ai pas trop envie d'aller au-dessus, et je préfère essayer d'être meilleur dans du 80-100 km. Donc voilà, j'ai trouvé un truc que j'aime bien. Et il y a une autre chose que j'aime bien, pas mal. ce qui est déjà suffisant. C'est la barrière pour que ce soit ultra, a priori. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a qui parlent d'ultra que à partir de 80. Donc, ouais, on avait interviewé Casquette Verte qui nous disait ça. Moi, je considère que l'ultra, c'est à partir de 10 ou 15 heures de course en moyenne. Ouais, c'est ça. Pour certains, quoi. Et puis, voilà. Et donc, tu disais le deuxième ? Ouais, le deuxième truc que j'aime bien dans le trail, un peu spécial, c'est qu'en fait, depuis que j'ai commencé le triathlon, il se trouve que, merci la génétique, j'ai des facilités et je fais plutôt des bonnes places. Et en fait, je n'ai jamais connu de faire des courses, on va dire, il est prétentieux, mais c'est vrai, j'ai jamais connu de faire des courses, on est 600 au départ, et de faire 3 centièmes. Et quand j'ai commencé à faire de l'ultra trail, je me suis retrouvé au milieu de peloton, à être un mec lambda, de milieu de peloton qui essaie de faire sa perf, il n'y aura pas de podium, il n'y aura pas de classement, de rien à l'arrivée. Et je trouvais ça super cool, parce que tu vis un autre aspect du sport que tu connais pas quand t'es habitué à courir devant, quoi. Quand on voit comment courent les gars avec qui je fais la course sur triathlon, ils ont raison de le faire comme ça, c'est qu'on fait les courses, on sait qu'on va faire des podiums, on sait qu'on va faire des bonnes places. Quand on fait les courses à son échelle locale ou régionale, du coup on se retrouve aussi à faire des bonnes places. Et on n'est jamais confronté à l'événement de la vie d'être dans le milieu du paquet, quoi, et de voir ce que ça donne. Et je trouve ça très cool. Bienvenue dans notre monde. Ouais, et encore, milieu du paquet, c'est quand ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait le 100 km des Templiers il y a 3 ans, et c'est la première fois de ma vie où je commençais à regarder les barrières horaires. Et là, c'était génial. Ça ne m'était jamais arrivé. Ah oui. Ouais. Et j'étais 650e sur 800, je crois, un truc comme ça. Bon, je m'étais arrêté de dormir parce que j'étais en hypo et tout ça. C'était lié à ça. Mais ouais, je trouve ça hyper formateur, hyper cool. Et quand tu reviens sur triathlon et que tu fais une course comme l'Alpe d'Huez où tu fais top 10, t'as le recul de ce que t'as vécu. Tu te dis, ah putain. Et du coup, tu visualises beaucoup mieux les gens qui sont derrière, 500e sur l'Alpe d'Huez, qu'avant tu comprenais pas ce qu'eux faisaient comme effort. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vraiment pas du tout le même jeu, le même sport de faire la course devant, la course derrière. Une anecdote marrante, c'est que quand je fais l'Alpe d'Huez, les années où je fais 5e, où je fais les top 10, moi quand je double les gars, je fais toujours un petit allez, ça va. J'ai rarement une réponse. Ou alors un petit si, quand c'est des potes, Paco, Marno, Guillou, tout ça, là évidemment on se dit toujours un petit mot, mais sinon les Espagnols, les Américains, tout ça, c'est tête dans le guidon, et ils te foutent une petite attaque après, où ils restent dans ta roue. Bon. Mais, et par contre, l'année dernière, j'ai fait un ultra trail de 85 bornes, et à un moment, je double un gars, et je lui dis, pardon, je passe, il s'arrête, il me dit, bah vas-y, je t'en prie. J'ai trouvé ça extraordinaire. Sur triathlon. Jamais de la vie, dans un top 10 de l'Alpe d'Huez, tu peux avoir ça. Donc j'ai trouvé ça génial. Et en fait, je veux avoir les deux dans ma pratique sportive. Ça permet d'avoir... C'est ce que nous disait Casquette Verte, justement, qui est plutôt un trailer qu'on avait interviewé. Que oui, il y a une ambiance quand même sur le trail qui est hyper bon enfant, quoi. Ouais. Que après, tu n'as pas forcément... Ouais, vas-y.
Non, qu'il n'y a pas forcément dans le tri, j'allais dire, mais si, globalement, quand on est comme nous, en fin de tableau, mais mais comme tu le décris, c'est vrai que ceux qui jouent les premières places, c'est pas forcément le cas, quoi. Ouais, non, c'est pas le même. Que ça soit en tri ou en trail. Hein. Je sais pas comment c'est d'être devant en trail, mais je suppose que ça doit être pareil. Hein. Les mecs, ils font la course, quoi. C'est ce que c'est. Et l'ultra-bike, c'est un truc qui t'intéresse aussi, du coup, puisque tu recherches un petit peu des expériences, on va dire, un petit peu différentes autour de ces sports. C'est aussi quelque chose qui te passe par la tête? Ouais, je connais ça depuis pas trop longtemps. Là, j'ai vu 2-3 vidéos sur le Biking Man en Corse et tout ça. Donc, pour moi, c'est assez récent dans ma connaissance. Donc, oui, pourquoi pas. Ouais, c'est un truc qui me ferait bien plaisir. J'ai un projet cette année avec un pote. Si je le dis maintenant, je vais être obligé de le faire. Donc, je vais peut-être le dire maintenant. Vas-y. Vincent. On va le piéger, Ouais, Vincent Colville, pour ne pas le citer. Voilà, tu es pris au piège. C'est qu'on a prévu en septembre de faire. Alors, je suis amoureux du Finistère, donc on va faire le tour du Finistère en essayant de suivre grosso modo les frontières. Et comme c'est un département qui est très scabreux au niveau des frontières, le tour fait à peu près 500 km en vélo. Et pour nous donner un premier aperçu à tous les deux de l'ultra-bike comme ça, on va faire en relais. Donc on fait en une seule fois, 500 bornes, un chrono top départ, et puis on arrête quand on a fini la boucle. Mais on va le faire en relais de 25 ou 50 bornes chacun. On se tape dans la main, on fait des relais comme ça, à plusieurs échelons, jusqu'à faire tout le tour. Et donc voilà, donc 500 km, si on le fait entre 25 et 30 des moyennes, et ben ça va faire 15-20 heures. Donc on va devoir rouler la nuit, rouler à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça nous donnera un aperçu sans se crever la tronche complètement, parce qu'avec les relais, on va pouvoir se reposer. Et on va mettre la première marque ça va. du Tour du Finistère en record, et après on ouvrira le Tour du record. Voilà. Franchement, Vincent, c'est facile. Hein. De quoi? Vincent, c'est facile. Hein. T'as pas le choix. Easy, Vincent. Voilà, c'est tous les deux, c'est juste en off. Pourquoi pas organiser un truc plus tard après? On verra. Mais c'est vrai que c'est marrant que t'aies choisi le. Là, tu t'es mis au trail, parce que ton sport de prédilection, vu tes perfs, c'est plutôt le vélo. Ouais. Non? Bah carrément. Mais en fait, il y a un truc, c'est que moi, c'est toujours plus marrant d'investir dans un truc où tu peux progresser. Encore une fois, je sais pas comment le dire, mais moi en vélo, ça va si tu veux. C'est que quand je monte d'école depuis que j'ai 10-12 ans, ça a toujours été un plaisir. Et j'ai toujours. Quand je monte l'Alpe d'Huez, moi oui, c'est la vérité, je suis à l'aise, je suis bien, j'aime bien faire ça, il se trouve que j'ai dans les bons temps. Et à pied, non, je galère, je suis une grosse vache, j'ai pas de pied, j'arrive pas à progresser, je comprends pas ce que je fais des cycles d'entraînement en faisant de la technique, d'endurance, du machin, de la plio, ça marche pas, des trucs qui marchent, et c'est beaucoup plus stimulant. Parce que du coup, tu te dis, ouais, mais comment je vais pouvoir y arriver? Donc, voilà, je sais pas si c'est la bonne. Mais en même temps, pour le tri, tu disais tout à l'heure que tu travailles tes points forts, quoi. Bah ouais, en triathlon, je travaille mes points forts, mais c'est pour ça aussi que tu vois, j'aime bien l'ultra-trail, tout est une question d'équilibre et de compromis, c'est que ça me permet aussi de faire un truc où je peux progresser. Je pense que je m'emmerderais énormément si je faisais que du triathlon Alpha Ironman toute l'année, ça serait toujours la même chose. Une fois que tu as ton plan de bouffe et de boisson, que tu connais tes allures, que tu connais tes entraînements dans les 3 sports à l'année, si tu refais tout pendant 15 ans la même chose, voilà. Faut changer d'épreuve, quoi. Ouais, c'est ça. changer d'effort, de ressenti. J'imagine que t'as pas fait que l'Alpe, d'ailleurs. Non, j'ai fait un Ironman. Un fiasco, j'ai couru en 5h30 le marathon. Et j'en ai pas refait depuis, c'était il y a 4 ans. Et non, j'ai fait des Alpha Ironman, mais j'ai jamais fait de grosses. L'Alpe d'Huez, c'est la seule grosse course que j'ai fait. Et je fais beaucoup de triathlon dans mon coin parce que j'aime bien les endroits où c'est, j'aime bien les équipes d'organisation, c'est entre potes. Donc voilà. J'ai fait une fois le championnat de France parce que c'était à la montagne, c'est dans les Pyrénées il y a 5 ans. Et qui était absolument épique. Il y aurait un récit extraordinaire à raconter. Ça vous dit rien? Le championnat de France en 2016 à Beauvrex, triathlon. On connaît. Vas-y. Ah là là. Non. Il y a une excellente histoire. Je vous permets de faire 1 ou 2 minutes là-dessus. Bien sûr. Avec plaisir. C'était le championnat de France de longue distance et c'était pour la
première fois peut-être, ou alors depuis très longtemps, que c'était en montagne. C'était donc dans les Pyrénées-Atlantiques, et on savait qu'il y avait des cols sur le parcours vélo. Et donc les Bretons s'étaient tous motivés à aller le faire, parce que dans les Bretons, les meilleurs temps vélo à l'Alpe d'Huez, c'est des Bretons. Le record de la montée de l'Alpe d'Huez sur les épreuves du triathlon, c'est pas comme Thibaut Lopez, qui est breton. Moi j'ai eu encore. En étant breton, c'est la des Bretons, quoi. Et Arnaud Guillou qui a gagné l'Alpe d'Huez, qui est breton, enfin bon, voilà. Et donc on s'était tous motivés à aller au championnat de France, et on était surmotivés. Paco était là 2 semaines avant pour s'entraîner, moi j'étais là 2 semaines avant pour m'entraîner. Arnaud, il avait fait vice-champion de France l'année d'avant, donc il était surmotivé pour gagner. Et on avait notre ami Robin Moussel aussi, qui se considère comme breton, parce qu'il est mi-breton, mi-normand, qu'on considère comme breton. Donc c'était le classement des... attention. Bon, on va faire polémique. Non, Il est passons. toléré. C'était en gros les 4 bretons. Les 4 fantastiques. Et la course a été absolument épique, parce que natation, c'était donc ces 3 km, 100 km à vélo, avec au centre le col du Soulor et le col d'Aubisque, et un semi-marathon à pied. Et natation se passe, bon, il y a des mecs très très forts, il y avait Fraisse devant qui sort premier de l'eau, évidemment, gros nageur. On sort tous de l'eau, Arnaud et Paco et Robin doivent sortir dans les 20, 25, 30e. Moi je dois sortir 60e, 70e. La route pour rejoindre le pied du col, tous les 3 devant, ils étaient pas trop loin des places devant, donc ils ont commencé à carburer. Moi j'étais un peu plus loin. Et en commençant le col, on s'était tellement monté le bourrichon, les 4 Bretons, qu'on a monté le col en fait, comme si notre vie en dépendait. Donc très rapidement, Robin, Paco et Arnaud sont passés 1, 2, 3 du championnat de France, ils étaient tous les 3 en tête. Et moi, un peu comme à l'Alpe d'Huez, c'est que j'étais au pied du col, je vais être 30e, et j'en monte 25e, 20, 15, 12, 10, 8, et je me dis, j'ai toujours pas doublé Arnaud, Paco et Robin, et je continue 7, 6, 5, 4e, et là je dis, il reste plus que 3 bonhommes devant, donc c'est forcément les 3 potes. Donc à ce moment-là, on était les 4 Bretons en tête du championnat de France, c'était n'importe quoi. Je double Robin, qui était 3e. Je passe 3e, je double. Il me dit, je suis en hypo total, je vais abandonner, je crois. Je double Paco, je double Arnaud, qui était un peu mieux. Après, on a du bol, c'était un temps breton, il faisait 5 degrés en haut du col, mais qui était un peu claqué aussi. Paco, j'ai double Arnaud encore une fois. Ouais, c'est ça. C'était l'année après, de l'Alpe d'Huez. Et en fait, voilà, on passe en haut des 2 cols, 1, 2, 3, 4. Donc c'était épique. Et au final, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien terminé, parce que Paco m'a abandonné. Il était claqué. Arnaud, je le croise sur un demi-tour à pied. À un moment, il court face à moi. Il s'arrête, il se tient les 2 cuisses et il se jette dans le talus parce qu'il avait des crampes. Robin a abandonné parce qu'il avait une hypo. Oh là là. Et moi, je suis parti à pied. L'hécatombe. En hypo. L'hécatombe. Sur les photos de l'arrivée, j'ai la moitié de volume de mes jambes parce que j'étais complètement déshydraté. Donc, fiasco, mais avec un bon souvenir. Ça, c'est une belle anecdote. Donc, du coup, en gros, si je comprends bien, les 4 Bretons les 4 Bretons, vous avez explosé en plein vol, quoi. Ah, c'était... Alors, le père de Robin, à la fin de la course, on était tous les 4 par terre, à moitié morts. Il arrive vers nous et il nous dit « Bravo pour le suicide collectif ». C'était exactement ça. C'était... Pas si solide que ça, finalement, les Bretons. Ouais. Jusque dans le col. Et non, après, on avait tous les 4 dans les premiers temps ils avaient chronométré la montée du col et on avait, je crois, tous les 4 premiers temps du col. Mais voilà, le championnat de France ne se finissait pas, malheureusement, en haut du col. Et voilà. Donc, la question de départ étant, est-ce que j'ai fait d'autres épreuves? L'Alpe d'Huez, ça. Non, j'ai fait le championnat de France quand j'étais jeune, mais je venais que pour faire les temps vélo, donc j'ai pas fait d'autres grosses courses. J'ai pas fait d'Ironman à la Belle, par exemple. Un peu cher. Très bien. On coupera ça avantage. Et tout à l'heure, tu nous parlais, au-delà un petit peu des épreuves, l'autre activité, enfin, l'une des activités que tu as aujourd'hui, c'est la partie customisation des vélos. Est-ce que tu peux nous expliquer éventuellement un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas cette activité que tu peux avoir, en quoi ça consiste et comment ça t'est venu finalement de te lancer là-dedans? Ouais, alors dans le temps, mon père s'était dit oh, si je repeignais un vélo, ça pourrait être sympatoche. Donc il avait repeint un vélo genre juste tout noir. Et puis il s'était dit je me ferais bien un petit deuxième, cette fois avec un logo, etc., etc. Les années passent. Et puis un jour, moi je fais du triathlon, j'ai des vélos, on commence à les repeindre.
Et puis moi j'ai toujours, pour moi, fait du dessin, des trucs comme ça. Et donc je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être coupler faire du dessin que je faisais pour moi dans ma chambre avec le fait de faire des peintures. Donc, j'ai commencé à dessiner mes peintures de vélo. Et puis sur toutes les compètes, les gens venaient me voir, prenaient des photos du vélo, les trouvaient marrants. Et puis on a commencé à avoir des potes qui nous disaient, bah, tu veux pas me repeindre mon vélo moi aussi? On a repeint plein de vélos de potes, on a repeint tous les nôtres. Voilà, il y a eu des vélos à moi, des peintures qui ont été en photo dans Triathlète Mag, Trimag, Trimax, qui étaient un peu connus. Et puis voilà, l'année dernière, je me suis dit, bah, ça serait quand même con de pas essayer en activité pro, quoi. Encore une fois, hein, on va reprendre la carrément. philosophique. Pourquoi se faire chier? Si on peut faire un boulot Pourquoi se faire chier qui mêle un peu tout ce qu'on aime bien, vélo, sport, dessin, bon bah parfait. Et voilà, et en fait en lançant, je fais des vidéos pour faire de la communication, puis pour montrer un peu ce que je fais. Et ça plaît, les gens trouvent ça sympa, les gens associent, je pense, un peu mon image de triathlète avec les peintures, donc ils sont aussi contents pour ça. Et puis moi je m'éclate comme un petit fou, là en ce moment j'ai une dizaine de vélos à la maison, donc voilà, je partage. Alors c'était très drôle, par exemple en septembre dernier, parce que dans la journée, je me levais, je peignais des vélos, je faisais des pauses pour aller faire du vélo, et je faisais des pauses des deux activités pour regarder le Tour de France à la télé. Quand je me couchais le soir, je me disais, mais je ne vis. Je fais vélo, que ça. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup de chance. Du coup. Je rêve de vélo. Je rêve de vélo, en plus. 24 heures sur 24 vélo. Non, j'ai beaucoup de chance parce que, voilà, je fais un boulot dans un domaine que j'adore. J'utilise des choses que je faisais pour moi et j'en fais un boulot aujourd'hui. Et ça plaît, j'arrive à gagner de l'argent avec ça. C'est dans un microcosme de triathlète que je connais depuis toujours et que j'adore. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, je le ferai toujours avec le sourire, évidemment. Et du coup les gens qui t'achètent des peintures custom, enfin qui t'ont fait des peintures custom, est-ce qu'ils achètent pas quelque part la vitesse? Oui, la vitesse éventuellement. Très bonne blague, Olivier. Merci. Alors, Ou non, mais plutôt l'esprit dans lequel tu fais du triathlon aussi. Est-ce que c'est pas ça qui recherche quelque part cette décontraction, bah ouais. ce côté cool, quoi, au final? Bah ouais, sûrement un peu, mais c'est bien. Ça veut dire que les gens se réalisent un peu. Moi, je l'ai vu autour de moi en mettant la roue pleine dans l'Alpe d'Huez ou en mettant le short à fleurs. C'est que les gens réalisaient, entre guillemets, que ah bah ouais, en fait, on peut très bien faire du triathlon, n'importe quel sport, avec des choses qu'on aime bien, en étant décontracté, et ça n'empêche pas de faire de la perf, ça n'empêche pas du tout. Donc, avec les peintures vélo, c'est ça, les gens se disent, bah ouais, pourquoi pas se faire plaisir? D'un point de vue mécanique, performance, le vélo restera le même, je ferai les mêmes perfs. Et si en plus je peux avoir un vélo que je trouve joli, bah c'est cool. Moi je rêve après qu'on ait un parc à vélo rempli de tous les vélos que j'aurais repeints. Ça serait très marrant. Mais je ne fais pas de promesse de vente sur une peinture achetée 5 minutes en moins dans l'Alpe d'Huez par exemple. Je ne suis pas en mesure de le faire. Ouais. Je pense que tu fais bien de faire ça. Ouais. Olivier l'aurait déjà acheté. Ouais, j'aurais mis plusieurs couches. Mais et du coup, non, vas-y Mélène, pardon. Non, je disais, t'as fait justement une custo de ton vélo avec une inspiration short à fleurs. Ouais. Est-ce que l'idée c'était d'être associé en intégralité short à fleurs sur toute la sur toute la tenue? Caméléon, si un jour je me retrouve dans une plantation de fleurs. Non, c'est parce qu'en fait, oui, je trouvais cool le design short à fleurs. Je me suis dit, oh pourquoi pas. Donc j'ai repeint 4 fourches de sel, j'ai repeint le guidon, les prolongateurs aussi. Et puis là, c'est la seule peinture que j'ai pas changée d'année en année. D'habitude, je les tiens un an les peintures. Et j'ai changé, et là j'ai laissé. Il y a des petites subtilités, c'est que sur le côté gauche du guidon, il y a la liste des cols des Pyrénées que j'aime bien faire. Tourmalet, Hautacam, Aspin, Aubisque, etc. Ça, je les ai sous la main quand je monte l'Alpe d'Huez. Il y a l'Alpe d'Huez aussi. Il y a un peu des Alpes. Et voilà, c'est short à fleurs, mais c'est aussi un peu. Faut que ça soit perso, en plus. Et j'imagine que tu repeins beaucoup de vélos en carbone. Ouais. Techniquement, comment
comment tu fais? J'ai entendu dire que c'est pas forcément le truc le plus facile ou. T'as pas regardé les vidéos sur YouTube? Bah ouais, non, pas encore. Ça aurait été plus simple. J'ai vu les vélos de Colin, mais ça aurait été plus simple. dans les reportages Canal+, par exemple. Il y a des tutos. C'est pas vraiment tuto explicite. Très bien, voilà, personne ne veut me répondre, mais j'irai voir les vidéos alors de Colin, c'est tout. Comme nos auditeurs alors. En gros, pour faire vite, c'est tu démontes le vélo, moi je récupère quand il est démonté entièrement, tu commences par le poncer, enlever la peinture qui est déjà dessus. Ensuite, tu mets une couche pour bien niveler, voir ce que tu fais, rendre tout le vélo lisse, qui est uniforme, grise. Et ensuite, tu dessines une déco à l'ordinateur. Et si elle a 2 couleurs, admettons, tu passes d'abord une sur tout le vélo. Ensuite, tu mets des pochoirs qui auront la forme des dessins que tu vas laisser sur le vélo. Par exemple, tu mets un vélo qui est tout noir, mais tu veux le logo, on va pas donner de marque, un logo de la marque en blanc. Là, tu peins ton vélo en blanc, t'imprimes un logo de la marque, moi je fais avec une imprimante qui... Du PPTC. Par exemple, gros PPTC comme ça, énorme sur un vélo, pourquoi pas. Et donc moi j'ai un logiciel qui est lié à une imprimante. C'est pas une imprimante en fait, ça a une petite lame et ça découpe ce que j'ai dessiné à l'ordinateur. Donc ça me sort les pochoirs sur mesure que je dessine à la main sur ma tablette graphique. Donc c'est très cool. Donc après, moi je dessine vraiment totalement sur mesure le vélo. Je mesure avec ma règle la forme des tubes, la longueur. Des fois je reproduis en 3D le vélo pour être sûr d'avoir les bons graphismes. Donc on fait vraiment tout ce qu'on veut sur le pochoir. On colle les pochoirs, on peint la deuxième couleur. S'il n'y a que 2 couleurs, on enlève les pochoirs. Là on voit la déco. On met du vernis par-dessus pour protéger le tout. Et on a un vélo tout neuf, redesigné pour soi. C'est magnifique. Et c'est combien d'heures de boulot par vélo pour un truc un peu complexe, je sais pas, à 3 couches par exemple? On va donner une fourchette, c'est-à-dire que si un vélo tout noir, mat, sans inscription, sans rien, ça va être entre 6 et 8 heures de taf. Ouais, 8 heures de taf. Et un vélo avec une déco dessinée sur l'ordinateur, avec du dessin assez précis, en 3 couleurs, c'est surtout le temps de dessin qui est long en fait. Et ça va être 30 heures de travail, à peu près, pour un vélo, 30-35 heures. Donc là, ça fait assez longtemps. On l'a longtemps dans les mains, le vélo. C'est donc du coup déjà c'est pour des passionnés ou des très beaux vélos, des gens qui vont l'utiliser pendant plusieurs années, quoi. Oui. D'ailleurs, on va pas se mentir, ça coûte aussi assez cher. C'est que moi, je prends entre 300 et 600 euros. Voilà, pas de tabou. C'est clairement, si t'as acheté ton cadre 400 euros, t'as pas envie de mettre une peinture à 500 euros dedans, et c'est tout à fait normal. Les gens qui m'envoient leur vélo, c'est des triathlètes qui ont plusieurs années de triathlon, des gens qui sont passionnés de vélo et qui mettent leur argent dans leur loisir, c'est le vélo. Voilà, des sportifs de bon niveau. Ouais, c'est clairement ça. En tout cas, ça donne envie de commander. Ouais, mais c'est sportif de bon niveau, du coup, c'est là où je me suis dit, c'est pas pour nous. Ça filtre. Parle pour toi. Ouais. Passionné, ouais. Passionné, c'est bon ça. Et dans toutes les réalisations que tu as fait, il y en a une qui t'a plus marqué, hors tes vélos à toi, mais des demandes de clients, quelque chose d'un peu exotique, un truc un peu fun? Je peux te faire très rapidement un petit mix marrant de ce que j'ai eu à faire. Par exemple, je suis en train de peindre un vélo panthère rose. Il est rose, entièrement fluo pour un gars, avec les logos noirs et la panthère rose, mais qui est en noir, inversé. Qu'est-ce que j'ai? Attends, mais c'est marrant parce qu'à Paris, une fois, j'ai vu passer un cycliste intégralement en rose. Mais en quelle couleur? En rose. sans l'accent du sud. Mais tout, vélo, roue, casque, maillot. Donc, c'était cette personne peut-être qui nous écoute. Un nouveau vélo. Non, il y a ça. Non, est-ce qu'il y a des vélos qui me marquent? Non, moi je prends plaisir à faire tous les vélos. J'ai des vélos en vert fluo, en orange fluo, des vélos avec un effet arc-en-ciel. Des vélos aspect métallique et tout ça. Après, ce qui est plus marrant, c'est quand c'est pas vraiment les peintures en tant que telles, c'est les dessins qu'on met dessus. Donc, quand il y en a qui mettent leur surnom, le surnom qu'ils ont dans un club, par exemple, dans un groupe de potes, un petit logo perso. Là, j'ai un truc qui est super sympa, qui est pas marrant, mais qui est sympa, c'est que c'est un vélo des années 50, début des années 50, donc un vélo en acier, en restauration. La déco était complètement morte, et le gars m'a demandé de refaire la même chose sur le vélo qu'il va offrir à son père, parce que c'était le vélo de son grand-père.
Donc c'est un super cadeau, je trouve, de faire une restauration comme ça d'une déco qui n'existe plus. Il a fallu que je retrouve les logos sur internet, mais il n'y avait que 2 images sur un vieux forum des logos, et donc c'est un travail de restauration trop cool. Et voilà, j'ai fait une petite draisienne pour un enfant qui va fêter ses 2 ans, ça c'est super plaisant aussi, donc voilà. Mais la majorité du temps, ça reste quand même des triathlètes qui veulent juste des couleurs qu'ils aiment bien, avec une phrase perso, une petite dédicace perso, un petit dessin en plus, et puis c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de faire complexe, on s'en lasse pas, et puis voilà, il y a juste les dédicaces personnelles qui font plaisir. C'est pas mal. On va réfléchir, on va t'envoyer une petite image qu'on aimerait bien faire, tu nous feras un devis, on essaiera de rouler tous avec le même vélo à l'Alpe d'Huez, ça pourrait être marrant. Tous les 3, non, vous êtes 4. Tous les 4, un vélo custom du PPTC. Ouais. Tous les 4 avec on est 4, ouais. Une spécificité pour chacun, genre le nom et tout ça. Dans le parc à vélo, ça sera... Ouais, et puis surtout si, comme tu disais, ça permet d'aller plus vite dans la montée, on prend. Bah oui, nous on achète, tout ce qui permet de tricher, c'est bon. Ça, le moteur, du coup, ouais. Exactement. Quand il n'y a plus de batterie, il y aura toujours la peinture, quoi. Voilà, c'est ça. Colin, merci beaucoup pour ton temps. On a fini un petit peu le tour des questions qu'on s'était prénotées. Il nous en reste une. Je me tourne vers Thibaut sur la dernière question. Oui, tout à fait. C'est que nous avons l'habitude, dans le podcast Pinta Triathlon Club, de demander à notre invité sa bière préférée. Ah la vache. Alors je vais peut-être être le premier. Et du coup, je ne bois pas d'alcool du tout. Donc du coup, ma façon de bière. T'es pas le premier du coup. On accepte les bières sans alcool. Hein. Ah là là, même ça. J'ai un stock chez moi de bières que je gagne sur les triathlons qui est dans un placard. Je vous les emmènerai cet été à l'Alpe d'Huez si vous voulez. Vous ferez un melting pot des bières bretonnes. Ah bah oui. Avec grand plaisir. On va faire un petit transfert. Mais il va peut-être falloir qu'on commence à réfléchir au truc. C'est qu'il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont plutôt bons, qui boivent visiblement pas d'alcool. Peut-être qu'on pourrait commencer notre entraînement comme ça. Il y a peut-être une corrélation. Ou pas. Non, je sais laquelle je vais dire quand même. Parce que je l'ai goûté il y a 2 ans. C'était la bière 21 virages, je crois, qui mettait dans le sac d'inscription du triathlon d'Alpe d'Huez. Est-ce qu'elle s'appelle Alpe d'Huez ou je crois que c'est 21 virages. Il y a 21 en gros dessus. Donc pour la boucle est bouclée de ce podcast, je vais dire c'est une vraie bière locale. Vous aurez le droit d'en ouvrir une. Je crois que je la connais. À la fin de la course. Bah écoute, au plaisir de trinquer avec toi, avec la bière que tu ne boiras pas à l'Alpe d'Huez. Du coup, est-ce qu'on peut te suivre éventuellement sur les réseaux ou sur une chaîne YouTube, à tout hasard? Oui, donc il y a Facebook, ma page Colin Arros, Brizandour, qui veut dire Bretagne Endurance. Tout simplement. Tout simplement, pas chercher très loin. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens sous-jacent? Mystère. Et voilà, je poste les photos de ce que je fais à l'entraînement, des compétitions. Et puis la chaîne YouTube, c'est plus pour les peintures de vélo. Donc c'est même exclusivement pour les peintures de vélo. Et donc là, c'est selon que vous êtes intéressé par voir des photos d'un triathlète qui s'entraîne en Bretagne et à l'Alpe d'Huez, ou voir des peintures de vélo, l'un ou l'autre des réseaux. Voilà. Chacun son espace. Et nous, Mélène. La chaîne YouTube, c'est quoi, Colin? C'est Colin Arros aussi? Ah, pardon. C'est Colin Arros. Ok. Et nous, Mélène, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux? Tout à fait, c'est le travail de Joji normalement, donc je vais essayer de lui rendre hommage. Sur Instagram, pptc_tri, et également sur Strava, pptc Club. Après des dizaines et des dizaines d'épisodes, on n'est toujours pas sûr de là où on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On n'est pas très bon. Sur YouTube aussi, on peut nous suivre, sur Facebook aussi, pptc à chaque fois. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous appréciez le podcast. Ça nous aide à le diffuser, à diffuser la bonne parole. C'est 5 étoiles minimum. Ouais, c'est minimum. Sinon, si vous arrivez à mettre plus, c'est bien. Mais... voilà, c'est le seul endroit où on peut noter à notre connaissance le podcast, donc n'hésitez pas. Colin, merci beaucoup à nouveau, merci pour ton temps. Et puis bonne continuation pour les épreuves à venir. Et puis on espère te voir fin juillet, si tout se passe bien. Ouais, merci beaucoup. J'ai un mot de la fin. Vas-y. C'est que j'offre ma bière de l'Alpe d'Huez à celui de vous 4 qui fait le meilleur temps dans la montée sur la course.
Facile. On s'entraîne dur. Je boirai ta bière avec plaisir. Alors. C'est noté, on prend rendez-vous. Merci beaucoup. Je vais m'entraîner en Bretagne. Et merci beaucoup de m'avoir invité sur votre podcast. C'est hyper sympa. Merci à toi, c'était un très bon moment. Et n'oubliez pas que l'important c'est le club, c'est bien sûr. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.